Viaduc, expert en conduite et accompagnement du changement, s'associe aujourd'hui à Codilog, intégrateur SAP, pour vous proposer ce webinaire. Pourquoi? Eh bien parce que Codilog et Viaduc travaillent déjà ensemble sur un certain nombre de projets et que pour nos équipes, la réussite et la pérennité de votre projet SAP S/4HANA repose sur l'adoption de la solution par vos utilisateurs et que la conduite du changement ne s'improvise pas, mais elle se planifie. Donc, pour tout cela, nous allons aborder aujourd'hui une très rapide présentation de qui sommes-nous, donc de nos intervenants Rémi, Stéphane, Véronique et de, effectivement, Codilog et Viaduc. Nous verrons ensuite comment bien préparer sa transformation vers S/4HANA, les 5 étapes d'un projet et puis un petit zoom sur l'outillage d'accompagnement. Du coup, je vous laisse vous présenter. Rémi, je crois que c'est toi qui reprends la main. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne session. Oui, merci Claude. Donc bonjour à tous, je suis Rémi Bernard, je suis directeur associé chez Codilog et en charge plus particulièrement des solutions fonctionnelles et également expert finance. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Stéphane Vincent. Je suis en charge chez Codilog de l'offre S/4HANA. À ce titre, j'interviens en tant que directeur de mission et expert sur des études d'opportunité S4, pardon, mais aussi des directions de projet S/4HANA. Et on vient notamment de terminer avec Rémi un gros projet de conversion S/4HANA chez un gros client français. Bonjour, je suis Véronique Hugueville, donc je suis directrice de projet en conduite et accompagnement du changement au sein de la société Viaduc. Et donc je suis en charge du cadrage et du pilotage opérationnel des projets d'implémentation SI de nos clients. Très bien, alors qui sommes-nous rapidement, hein, Viaduc et Codilog sont deux filiales du même groupe que sûrement certains d'entre vous connaissent déjà, qui est le groupe Neurone. Alors le groupe Neurone fait partie des 10 plus importantes ESN françaises, orientées notamment sur différents secteurs, à la fois l'hébergement, le développement web et également toute la partie applicative dont nous faisons partie. Donc si on fait un zoom plus particulier sur Codilog et Viaduc, donc aujourd'hui, Codilog, c'est la filiale de Neurone 100% SAP. À elle seule, c'est plus de 22 ans d'existence et d'expérience, c'est 320 collaborateurs en consolidé. Nous sommes présents sur toutes les activités autour de SAP, la transformation digitale vers S4, les projets d'implémentation, la maintenance en conditions opérationnelles, mais également la mise en œuvre des évolutions et des nouvelles modélisations de processus. Et puis à travers nos filiales, qui sont Iliad Consulting et Lib Consulting, nous adressons aussi des sujets liés notamment au CRM, mais également au domaine de l'énergie, sous le couvert des utilities, hein, ce qu'on appelle les utilities, et puis également tout ce qui va graviter autour du process orchestration. Alors nous sommes aussi présents sur des opérations plus ciblées comme les transformations de périmètre organisationnel, les fusions de sociétés, scissions de sociétés, les réorganisations internes, ces opérations qui mettent en œuvre donc des outils que nous avons nous-mêmes développés afin d'industrialiser cette typologie d'opération. Donc ils interviennent également, ces outils, dans le cadre de modernisation de solutions existantes, hein, comme avec des recodifications de plans de compte ou de bases articles, afin d'uniformiser l'utilisation de ces référentiels. Donc nous sommes implantés en Île-de-France, mais aussi régionalement, présents à Angers, à Coutances, à Amiens et en l'occurrence à Nanterre pour le siège. Et nous sommes également présents dans 3 autres pays européens, donc la Belgique, la Suisse et la Tunisie moins pour l'Europe, mais nous sommes présents en Tunisie. Enfin, nous avons une cellule innovation qui regroupe les profils experts chez nous en charge de la veille technologique, alors à la fois sur les nouveaux produits SAP, mais également pour le développement de nos propres produits et l'évolution de nos outils existants qui permettent de s'adapter progressivement aux demandes de nos clients. Parfait.
Alors, tout comme Codilogue, Viaduc appartient également au groupe Neurone et est filiale de la société et du groupe. Donc, spécialisé en conduite et en accompagnement du changement, Viaduc intervient aujourd'hui sur tout type de projet de transformation à travers des prestations de conseil audit, des prestations de pilotage, des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de communication, de formation et d'assistance. Donc, Viaduc et du groupe, c'est plus de 30 ans d'expérience, un chiffre d'affaires 2020 de plus de 10 millions d'euros et une équipe de 70 collaborateurs au service de nos clients. Viaduc est également associé à un studio digital pour la réalisation de tous nos livrables digitaux. Enfin, nous sommes partenaires SAP pour la formation et titulaires du marché UGAP pour la formation professionnelle. Alors, de par leur appartenance au groupe Neurone, Viaduc et Codilogue sont aujourd'hui en mesure d'apporter une double expertise dans le cadre de projets SAP, avec d'une part l'expertise de Codilogue en tant qu'intégrateur SAP, et d'autre part l'expertise de Viaduc en tant qu'expert de la conduite et de l'accompagnement du changement auprès des utilisateurs finaux. Cette expertise est également renforcée par de nombreux projets que nous avons menés en commun. Merci Véronique. Donc moi, je vais reprendre la main sur la partie un petit peu applicative S4HANA. Alors quand vous envisagez de passer sur S4HANA, vous avez deux types principaux de changements qui vont être à appréhender. Tout d'abord, il y a les changements que vous souhaitez faire au niveau de votre SI. Et c'est là qu'intervient un premier choix essentiel et structurant pour votre projet, c'est le choix de votre scénario de transformation. Alors, il y a 3 principaux scénarios qui sont envisageables. Il y a le Greenfield, le Bluefield et le Brownfield. Alors, si vous ne venez pas d'un monde SAP, vous n'avez pas trop le choix. C'est le Greenfield qui s'impose, puisque les 2 autres scénarios sont réservés aux clients qui eux, ont déjà SAP. Alors, si vous avez déjà SAP, c'est que vous avez un système CC6 ou plusieurs, et peut-être aussi des systèmes périphériques du type BW, CRM ou autres. Et vous avez donc le choix entre ces 3 scénarios de transformation. Alors, c'est un choix essentiel, mais il n'y a pas forcément de bon ou mauvais scénario dans l'absolu. Tout va dépendre de vos objectifs, de vos souhaits d'évolution, de vos contraintes et de l'historique de votre système d'information. Alors, si on veut résumer, hein, si vous avez une dette technologique importante, que les outils qui vont tourner pour analyser la conversion vont montrer que celle-ci va être très compliquée, si vos processus actuels sont insatisfaisants, si vos utilisateurs ne sont pas satisfaits du système, que votre historique de données n'est pas nécessaire, ou alors qu'il peut être en consultation sur un système qui serait gardé sous cloche, par exemple. Si vous souhaitez fusionner plusieurs systèmes ou faire une refonte assez générale, vous allez vous orienter vers un scénario qui s'appelle le Greenfield, en fait, qui est une nouvelle implémentation de SAP, comme vous l'avez fait le jour où vous avez abandonné vos systèmes précédents pour passer sur SAP. Voilà. Alors, il y a un scénario allégé du Greenfield qui est le Bluefield, où là, c'est une transformation un peu moins forte, c'est-à-dire qu'on ne repart pas totalement d'une page blanche, mais on repart d'un système qu'on va convertir sur la base de vos processus actuels, c'est-à-dire qu'on va faire une copie de custo, mais sans vos données. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est que ça permet de refondre vos processus de manière ciblée sans avoir la contrainte de l'historique, parce que l'historique peut parfois être pénalisant pour faire certaines transformations. Voilà. Alors, ça peut être, par exemple, la fusion de 2 sociétés, par exemple, qui peuvent être facilement faites au niveau du paramétrage une fois que vous avez converti votre paramétrage sur S4. Voilà. Alors, après, le principal inconvénient de ces 2 scénarios, c'est que on n'a pas de reprise d'historique.
Donc, on est obligé de faire une reprise de données de base et des encours, hein, comme un projet d'implémentation SAP normal. Et dans ce cas-là, le timing projet est très important puisque pour faciliter le démarrage, il est préférable de le coupler avec un changement d'exercice. Voilà. Le troisième scénario, enfin, c'est le brownfield. Donc, ça ressemble à une montée de version en un peu plus compliquée. Donc, certains d'entre vous ont déjà connu des montées de version entre différentes versions SAP. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que les changements apportés par S/4HANA sont un peu plus profonds que ce qu'on avait auparavant. Et on y inclut généralement un volet d'amélioration possible qui soit à mettre en œuvre pendant le projet. Et ce volet d'amélioration est plus ou moins important. Alors, l'intérêt, c'est qu'on conserve tout l'historique de données. On détermine aussi les processus que l'on veut revoir. Alors, on ne va pas tout revoir dans un projet de brownfield, parce que sinon, on partirait plutôt sur un greenfield, mais ce n'est pas parce qu'on fait du brownfield qu'on ne peut pas revoir certains processus. Et on peut aussi prévoir une mise en place à la carte de nouvelles fonctionnalités ou de certains apports de S/4HANA, comme la nouvelle interface Fiori, par exemple. Voilà, donc le scénario brownfield, on est plus dans une approche d'amélioration continue, sur un système qui est relativement satisfaisant aujourd'hui, mais qu'on souhaite faire évoluer, tandis que sur les scénarios Greenfield et Bluefield, on est plus sur une refonte plus complète des systèmes. Voilà. Alors, si vous avez plusieurs systèmes SAP aujourd'hui, plusieurs ECC, des combinatoires de ces différents scénarios sont possibles. On a un client, par exemple, qui envisage de faire qui a 2 systèmes ECC aujourd'hui. Il envisage de faire un brownfield sur son premier système et il y a le deuxième système qui sera remis dans le système converti en mode greenfield. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Donc ça, c'est le premier sujet essentiel, hein, qui va déterminer beaucoup la conduite du changement associé que va vous détailler Véronique tout à l'heure. Alors, il y a une deuxième typologie de changement, c'est les changements inhérents à S/4HANA. Alors, pour un nouveau client SAP, tout est nouveau, donc voilà, il n'y a pas trop de mystère. Pour un client déjà SAP, il devra prendre en compte les changements d'infrastructure, les changements applicatifs apportés par S4, et ça, c'est ce que va nous détailler Rémi dans le slide suivant. Oui, merci Stéphane. Oui, en effet, donc comme Stéphane l'exposait, plusieurs chemins, plusieurs routes s'offrent à vous pour migrer ou pour aboutir vers S4. Mais quel que soit le chemin utilisé, vous allez avoir à faire face, si je peux dire, à des nouveautés et donc notamment certaines innovations qui seront à la fois de façon obligatoire parce qu'elles seront natives au moment où vous allez basculer dans S4, et puis d'autres points qui seront avec des fonctionnements un petit peu différents de ce qui était connu du passé. Donc certaines, là aussi, modifications qui interviennent dans différents modules que je vais vous exposer juste après. Mais dans le cadre d'une conversion ou même d'un démarrage de nouvelles solutions, à minima, certaines innovations ou certaines nouveautés, en tout cas du modèle S4, vont s'imposer à vous. L'utilisation du journal universel, qui est une refonte complète du modèle de données d'un point de vue finance. Il y a aussi l'équivalent côté logistique. Le Material Ledger, qui est une obligation aujourd'hui pour le fonctionnement de S4 dans la valorisation de vos stocks, et ça apporte aussi de la valeur ajoutée dans le suivi et dans la variation des prix des articles concernés. Donc il y a un suivi plus précis à ce niveau-là. Donc c'est un plus, mais du coup ça s'impose à vous. Et puis aussi d'autres innovations un peu plus techniques ou nouveautés un peu plus techniques sur l'extension de certaines zones déjà connues aujourd'hui, et également la gestion de différents types de tables, notamment sur le paramétrage du pricing. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, hein, loin de là, mais ce sont les points majeurs qui vont être assez impactants lorsque vous allez
choisir cette route vers S4. Ça sera d'autant plus impactant si vous êtes dans un mode conversion, puisque à cette conversion, alors bien souvent on dit je veux faire une conversion ISO-fonctionnalité. La ISO-fonctionnalité n'existe pas. C'est une erreur. Vous allez forcément avoir des écarts. Donc vous ne ferez pas une montée de version comme vous pouviez le faire en ECC d'un support package à un autre ou d'un enhancement package à un autre, où là on était effectivement un petit peu plus ISO. La bascule S4 va vous occasionner quand même des changements qui seront à étudier durant le projet de conversion. Et puis, d'un autre côté, si vous êtes à la fois dans une conversion ou une nouvelle implémentation, vous allez avoir l'utilisation de nouveautés aussi, hein, en fonction des refontes de modules qui ont été faites par SAP, alors notamment avec l'utilisation des business partners. Alors certains d'entre vous peut-être connaissent déjà l'utilisation de ces BP, puisque certaines instances ou certaines solutions de SAP utilisaient déjà cette notion. Alors c'était le cas pour ISU ou des solutions qui étaient plutôt ciblées et orientées. Et puis, vous allez avoir des fonctionnements un peu différents sur des modules qui étaient connus, tels que la gestion du crédit client, hein, credit management, la gestion immobilière, donc des biens immobiliers, c'est donc la partie RE. Et puis là aussi, sur des choses qui vont toucher, je pense, la quasi-totalité d'entre vous, c'est la gestion des IMO ou des actifs immobilisés, où là aussi, la solution de gestion des IMO en S4 change assez fortement, je dirais pas radicalement, mais assez fortement en tout cas de ce qui était le modèle ECC. Voilà, parfait. Voilà, merci Rémi. Donc Rémi nous a parlé des changements qui sont liés aux nouveautés fonctionnelles et à la simplification S4 apportée par S4HANA, mais les changements peuvent aussi venir des nouvelles fonctionnalités, hein. Il y a la mise en place notamment de la nouvelle interface utilisateur Fiori, qui est basée sur des indicateurs et des cockpits métiers qui peut permettre aux managers de piloter leur activité de manière plus réactive, voire réactive. Alors, on a un outil qui est intéressant qui permet d'identifier un peu tous les changements qui vont être inhérents au passage sur S4HANA. Alors, c'est un outil qui est essentiellement utilisé dans un premier temps pour voir si la conversion est un scénario crédible ou pas dans votre contexte client, et qui va permettre de voir quelles sont, comme le présentait Rémi, les fonctionnalités qu'il va falloir retoucher ou adapter lorsqu'on va passer sur S4HANA. SAP a fait à peu près 650 simplifications, ce qu'il appelle simplification de fonctionnalités sur S4HANA. Et en fonction de votre système, vous serez plus ou moins impacté par ça. Il est bien évident qu'un client comme celui qu'on voit ici, qui est touché par entre 42 et 50 fonctionnalités en fonction de ce qu'on verra en allant dans le détail de son système, sera moins impacté qu'un client qui, lui, serait touché par 150 à 200 items de simplification. Voilà. Donc ça, c'est un premier outil qui va permettre de voir les changements alors sur les fonctionnalités à revoir, puisque, comme le disait Rémi, il n'y a pas forcément d'ISO-fonctionnalité, ou sur toutes les transactions obsolètes, par exemple, qui pourront plus être utilisées. Et tout ça, ça va être aussi des entrants pour déterminer le scénario de transformation et derrière la conduite du changement qui sera à faire par rapport au projet de passage sur S4HANA. Voilà, parfait. Alors oui, pour enchaîner donc sur l'autre scénario, donc plutôt Greenfield, hein, qui lui aussi apporte un certain nombre de revues de processus, c'est dans ce schéma-là une route plus importante en termes de révision de process, hein, et donc en termes de conduite de changement, puisqu'on a dit que le Greenfield était essentiellement ou permettait essentiellement de pouvoir
revisiter les processus appliqués dans l'entreprise, ainsi que de refaire une modélisation dans la nouvelle version. Donc c'est vraiment dans le cadre où on se dit que ce qui était modélisé avant ne correspond plus au développement de notre business futur, la solution est trop lourde, elle présente des freins trop importants pour effectuer les améliorations futures. Donc l'intérêt, c'est vraiment de repartir d'une redéfinition, mais repartir d'une redéfinition sur le fonctionnement actuel, mais aussi sur la projection future notamment de projection de croissance de l'entreprise. Est-ce qu'on va effectuer de la croissance externe en absorbant des entités? Il faudra être capable, et il faudra que cette solution soit capable aussi de gérer cette partie-là, sans pour autant se dire que à chaque fois c'est un projet lourd qui va prendre des mois à mettre en œuvre. On a besoin maintenant de solutions qui soient plus flexibles et plus agiles. Et donc, le choix d'un greenfield, quand effectivement il est nécessaire, hein, donc va permettre à ce stade-là de se reposer la bonne question: est-ce que on peut se rapprocher de ce que SAP appelle les bonnes pratiques standards? Bien souvent, on s'est éloigné dans certaines solutions anciennes maintenant, mais on s'est éloigné de ce que SAP qualifie des bonnes pratiques standards. Donc je pense que le greenfield redevient la bonne opportunité, le bon moment pour se dire: ah bah tiens, est-ce que finalement ce qui nous est proposé dans une utilisation relativement classique nous convient, et que les efforts pour les mettre en œuvre sont relativement faibles. Par contre, le gain à tout cela, c'est que la maintenance, les évolutions qui seront données par l'éditeur n'auront pas ou peu d'impact en tout cas sur votre nouvelle solution, hein, puisque vous suivez en définitive la route de l'éditeur, hein. Alors bien sûr, ça c'est le cas idéal, on n'est jamais dans ce cas-là. En effet, chacun d'entre nous, on s'inclut également dans le cercle, puisqu'on est également utilisateur, on est intégrateur SAP, mais on est également utilisateur SAP, puisqu'on gère l'ensemble de notre groupe sur SAP. Donc on a aussi cette vision de se dire, au moment où on bascule, eh bien revenons au maximum vers les bonnes pratiques. Et lorsque c'est plus possible, eh bien là on va aller vers des développements ou des solutions un peu plus spécifiques. Alors encore une fois, comme disait Stéphane, le readiness check va être un outil utilisable. Alors pour ceux qui sont évidemment déjà utilisateurs SAP, qui veulent basculer d'un ECC vers un S4, mais qui ont fait le choix d'un greenfield. Puisque si vous venez d'un autre monde que SAP, là forcément il y aura pas l'utilité d'avoir du readiness check à ce niveau. Mais si vous voulez mesurer l'effort qui sera consacré à la transformation vers S4, donc effort de reprise de données, puisque évidemment vous partez d'un greenfield, donc il faudra se reposer la question de ce qu'on transfère du legacy vers la cible, et puis se reposer la question sur les fonctionnalités incontournables. Il n'y a pas de question à se poser, vous les aurez. Mais par contre, les nouvelles fonctionnalités donc à valeur ajoutée, avec notamment, comme disait Stéphane, l'utilisation complète, alors allégée ou avancée, de l'interface Fiori et du portail Fiori, avec l'ensemble des applications qui gravitent autour. Il faut savoir que certaines fonctionnalités S4 ne sont existantes que lorsque vous utilisez Fiori. Ça ne sera plus disponible dans le back-end, qui est toujours utilisable, hein, qui est toujours accessible, mais certaines fonctionnalités ne sont disponibles maintenant plus que dans Fiori. Donc au niveau de la refonte de tout cela, évidemment, la conduite de changement va être importante, puisque vous allez avoir à recommuniquer auprès de l'ensemble des équipes et des différents départements de votre entreprise la façon dont les flux vont fonctionner, ou les processus vont fonctionner, et puis dont ils ont été modélisés dans la nouvelle solution. Donc là, conduite de changement bien plus importante, et grand facteur de succès aussi d'un projet de transformation, puisque c'est l'adhésion de l'ensemble des utilisateurs qui sera l'indicateur majeur de succès de la mise en place d'une nouvelle solution.
Et enfin, le choix d'un greenfield, je crois qu'on l'a souligné un petit peu plus tôt, ça amène aussi à renoncer à un historique de vos données. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas reprendre la totalité, si vous avez une solution qui a 15 ans d'âge, on ne va pas reprendre la totalité des 15 ans dans la nouvelle solution. On va reprendre simplement les en cours et le nécessaire pour pouvoir continuer vos activités. L'historique sera accessible dans un système qui aura été maintenu pour consultation, de façon à ce qu'on ne perde pas la trace, évidemment. Mais c'est la grosse différence avec le brownfield conversion, où là, évidemment, si vous avez 15 ans d'activité, les 15 ans seront convertis, avec toutes les contraintes que ça peut représenter, puisque des données âgées de 15 ans peuvent avoir un impact au moment où vous faites la conversion. Et ça pourra être parfois des questions assez challenging, si je peux dire, puisqu'on n'a peut-être plus forcément la connaissance de la donnée de l'époque, mais il va falloir quand même la corriger pour pouvoir basculer et passer à l'étape suivante. Voilà. Merci Rémi. Donc, juste par rapport à ça, donc, le passage sur S4 ne s'improvise pas. Donc, nous, généralement, on propose une démarche qui se décompose en 4 ou 5 étapes et qui intègre, pour faire le lien avec notre webinaire, l'accompagnement au changement de manière progressive. Donc, on a déjà généralement, avec les clients, un rendez-vous découverte où on va voir avec le client ses premières réflexions sur S4HANA, voir quel type de scénario il envisage. On va lui prodiguer des conseils sur le sujet et une démarche d'études à adopter, avec une étape d'initialisation qui va être la mise en place de tous les outils, donc le Readiness Check dont on vous a parlé, mais d'autres outils qui sont des outils comme Innovation Discovery qui va permettre de faire un petit peu quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment, mais du process mining dans votre système SAP actuel, voir quels sont les processus qui pourraient être améliorés, notamment avec S4HANA. Des outils comme l'ATC qui vont voir si vos spécifiques peuvent être convertis ou pas facilement sur S4HANA, etc., etc. Donc, tous les outils qui vont être des outils d'aide à la décision pour le scénario de transformation. Voilà. Donc, une fois que ces outils sont installés, on propose généralement aux clients de faire une étude préalable. Cette étude préalable va permettre de faire le recueil des besoins, d'avoir les retours du métier, les retours de la DSI, les retours des utilisateurs sur l'utilisation du système actuel. Alors, pour essayer d'aligner un petit peu la vision, on voit qu'elle est parfois pas alignée. On a une anecdote, on a un client qui a mis en place, il nous a dit j'ai mis en place un super workflow pour la Belgique. Il doit bien fonctionner parce qu'on n'a pas de nouvelles. Et puis, on a fait l'interview des utilisateurs belges. Ils nous ont dit le workflow était tellement compliqué que finalement, on est revenu à des demandes papier. Voilà. Donc, ça permet aussi de voir des petits ajustements qui seront à faire pendant le projet. Oui, et c'est juste, Stéphane, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que tout se passe bien. Voilà, c'est ça. Là, typiquement, c'était l'inverse. Généralement, dans ces études, on fait aussi dans les ateliers des démos S4HANA parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont pas vu d'écran Fiori ou qui n'ont pas vu en tout cas la démarche d'utilisation de Fiori en mode réel. Et c'est toujours intéressant de voir un processus métier qui se déroule dans S4HANA pour pouvoir faire le lien ou le pendant avec le même scénario dans le CC6. Et tout l'intérêt, en fait, c'est d'identifier la valeur de S4HANA, déterminer le planning, le chemin de transformation et l'estimation budgétaire. Alors, c'est quelque chose d'essentiel parce que par rapport aux dates de fin de licence de CC qui sont maintenant 2025, voire 2027, pour les clients qui sont dans un UHP récent, il faut être en capacité d'aller voir sa direction générale avec une vraie valeur ajoutée apportée par S4HANA pour pouvoir faire un projet S4HANA. Voilà. Et l'étude, si on revient à notre webinaire, permet aussi d'identifier tous les changements obligatoires qui seront à faire et aussi la prise en compte à travers le recueil des besoins de tous les changements qui sont souhaités par
par les utilisateurs, le métier ou la DSI. Donc, on a un début d'accompagnement qui commence dans cette étude préalable. Après, la 4e étape, ça peut être un maquettage, hein, si vous souhaitez faire des choix qui sont un petit peu structurants ou qui sont un petit peu différents de ce que vous avez aujourd'hui. Il y a certains clients qui aiment bien commencer leur projet par une maquette pour pouvoir affermir un petit peu les choix qu'ils ont fait lors de l'étude. Donc la maquette, typiquement, hein, c'est vous prenez votre système vous faites une copie de votre système de production et puis on va le passer sur S4HANA pour après essayer de modéliser des flux par rapport à vos données, vos utilisateurs, vos clients, vos articles, vos fournisseurs, que vous ayez une vision concrète de ce que pourrait donner S4HANA dans votre contexte. Et là, on continue à enrichir ce POC avec une démarche d'accompagnement. Et ensuite, une fois que le POC est validé, on peut partir sur le projet S4HANA, qui de toute façon, généralement, commence par un bac à sable qui, lui, est une copie de production pour des raisons de méthodologie de projet, puisque la conversion des données est essentielle dans le cadre d'un brownfield, typiquement. Et donc, généralement, on commence le projet par un bac à sable qui est quelque part aussi une maquette du futur système. Voilà, donc je vais passer la main à Véronique qui va détailler en fait toute la partie conduite du changement sur le... Voilà. Alors, effectivement, merci Stéphane. Donc, vous l'avez bien compris, les projets Brownfield et Greenfield sont donc différents dans leur approche, aussi bien en termes de périmètre que de coût ou encore de durée de projet, et donc vont faire naturellement l'objet d'un accompagnement utilisateur différent également. Donc, les deux schémas qui sont présentés sur ce slide traduisent bien les efforts d'accompagnement qu'il va falloir fournir en fonction du type de projet. Quand on va être sur un projet Brownfield, l'accompagnement va être modéré sur chacun des axes d'accompagnement que vont être l'implication, l'adhésion, la communication ou encore la formation et l'assistance. Au contraire d'un projet Greenfield où là, l'accompagnement va être important et il va l'être sur les 4 axes. Donc on va rentrer un petit peu plus maintenant dans le détail des différentes étapes d'un projet SAP. Donc, voilà. Donc, on a représenté sur ce schéma les 5 étapes clés d'un projet SAP S/4HANA qui finalement sont les mêmes étapes qu'un projet d'implémentation classique. Alors, première étape, ça va être l'étude et la préparation, donc étape au cours de laquelle vont être réalisées les études techniques et fonctionnelles. C'est à cette étape que l'on va déjà pouvoir faire adhérer les utilisateurs à la nouvelle solution en proposant des actions d'accompagnement et un plan de communication. Deuxième étape, l'étape d'intégration, donc étape pendant laquelle vont être réalisés les travaux de conception et de développement. Donc, en termes d'accompagnement, on va pouvoir commencer à expliquer les changements à venir aux différents utilisateurs à travers la réalisation d'une analyse d'impact, la définition d'un plan d'accompagnement et la poursuite des actions de communication qui auront été initiées en étape 1. La phase de recette, donc recette technique, recette fonctionnelle, recette métier, cette phase est importante car elle va nous permettre de commencer à impliquer plus concrètement les utilisateurs dans le projet, en les faisant participer à la recette, mais en les faisant participer également à la conception des supports de formation. Quatrième étape du projet, la formation. Donc évidemment, l'objectif étant de monter en compétence les utilisateurs sur une nouvelle solution, avec la proposition de différentes modalités pédagogiques de formation, des évaluations et une assistance au démarrage. Et enfin, dernière étape du projet, qui finalement, c'est plutôt une étape post-projet, qui est l'étape Run, dans laquelle on va gérer les évolutions dans les outils, et étape qui reste très importante pour nous en termes d'accompagnement, puisque c'est l'étape pendant laquelle il faut s'assurer que l'on va bien maintenir les compétences des utilisateurs sur la durée. Et donc, on va le faire grâce à la mise en place d'actions de tierce maintenance, à la fois sur la communication, la formation ou encore la documentation. Donc, les slides qui suivent vont vous présenter la liste de toutes les actions et de tous les livrables d'accompagnement que l'on imagine
pour les deux types de projets. Donc, à chaque fois, je vais faire le pendant entre ce qu'on peut mettre en place pour un projet Brownfield et ce qu'on peut mettre en place pour un projet Greenfield. Sachant que cette liste n'est pas exhaustive, il peut y avoir bien évidemment d'autres actions et d'autres livrables, et qu'elle n'est pas non plus restrictive, dans le sens où les actions qu'on va proposer pour du Brownfield peuvent également très bien s'adapter à du Greenfield et inversement. Alors, si on revient sur la première étape du projet, qui est l'étude et la préparation, donc on l'a dit, c'est l'étape qui va nous permettre de commencer à faire adhérer les utilisateurs à la solution cible. Donc, on va travailler sur un plan de communication. Donc, dans le cadre d'un projet Brownfield, le plan de communication, il va être centré plutôt sur les changements outils et les changements de processus. Et on va donc pouvoir proposer un certain nombre d'actions et de livrables de communication à destination du management, avec la réalisation d'un kick-off de lancement de projet et un séminaire de sensibilisation à la migration vers SAP4, et ensuite, de manière plus élargie à l'ensemble des utilisateurs, un teaser de présentation des changements qui sont apportés par la migration et des newsletters d'avancement du projet. Dans le cadre d'un projet Greenfield, à cette étape, nous allons pouvoir proposer des actions complémentaires, comme par exemple travailler sur l'identité du projet, en amont du projet en proposant un logo ou encore une charte graphique, organiser des événements fédérateurs qui vont ponctuer les grandes étapes du projet, donc au lancement du projet, au lancement du pilote s'il y a une phase pilote, également à la clôture du projet. De la même manière que pour un projet Brownfield, on va pouvoir proposer des kick-offs de lancement, des séminaires, des teasers. La seule différence qu'il va y avoir avec le Brownfield, c'est que effectivement les médias vont être les mêmes, pour autant le contenu de ces différents médias va être différent. Dans un cas, sur la partie Brownfield, on va s'attarder sur les changements liés à la migration. Dans le cas d'un projet Greenfield, on va traiter de du périmètre complet du changement. Autre livrable possible dans le cas d'un projet Greenfield, ça va être de faire des démonstrations de la solution cible à destination de tous les utilisateurs, donc sous la forme de vidéos que l'on va pouvoir pousser, mais également sous la forme de stands de café, où on va inviter les utilisateurs à venir découvrir la solution avec l'équipe projet. Et là également, nous allons pouvoir informer régulièrement les utilisateurs de l'avancement du projet à travers des newsletters. Alors, sur cette partie-là, Véronique, nous, on est assez militants de faire aussi cette partie-là sur la partie Brownfield. Notamment, on aime bien pousser les clients à commencer à mettre en place du Fiori dès le projet Brownfield. C'est-à-dire que c'est quand même un apport majeur de S4HANA. Comme l'a dit Rémi, la plupart des nouvelles fonctionnalités, 95% des nouvelles fonctionnalités ne seront disponibles que sur Fiori, dans S4HANA. Donc, c'est très intéressant, même dans un projet de type Brownfield, de commencer à montrer aux utilisateurs l'interface Fiori, qui voit la logique Fiori qui est vraiment orientée processus métier et qui remplace la logique un petit peu transactionnelle qu'on avait présente en ECC6. Alors on a fait un webinaire sur le sujet l'an dernier avec Rémi, et on pourra vous renvoyer vers le lien si nécessaire. Mais c'est vraiment un sujet important et qui va donner lieu à une conduite du changement, mais qui est une conduite du changement positive. C'est-à-dire que les utilisateurs, une fois qu'ils ont commencé à mettre les mains dans Fiori, notamment pour les managers, managers et les cadres intermédiaires, ils voient tout ce que ça leur apporte en termes de fluidité de l'information et d'accessibilité de l'information, sans être obligé d'avoir, on discutait avec Rémi d'un client il y a quelques jours, un client qui tous les mois sort 200 indicateurs pour sa direction financière. On imagine bien qu'il y en a 190 qui ne sont jamais regardés ou regardés de manière très, très épisodique. Avec Fiori, on peut donner accès à ces indicateurs de manière
dynamique et beaucoup moins statique que ce qui est fait aujourd'hui dans ECC. Donc la partie Fiori est vraiment une partie à prendre en compte, même si on fait un projet brownfield, parce que de toute façon, ça vient en plus du brownfield, c'est-à-dire c'est une couche, on va dire, une couche chapeau, et donc du coup, ça n'a pas forcément d'impact sur les processus existants. Voilà, c'est tout, Véronique, j'ai été un peu long, mais pas de souci. Merci Stéphane. Alors, sur l'étape 2 du projet, qui est l'étape d'intégration, donc on l'a dit, on va commencer à pouvoir expliquer les changements aux utilisateurs. Alors, les étapes par lesquelles on va passer pour expliquer ces changements, elles sont identiques, que ce soit un projet brownfield ou un projet greenfield. Ce qui va changer, c'est effectivement l'effort des analyses qu'on va mener dans l'un ou l'autre cas des projets. Donc, on va réaliser une analyse des parties prenantes, on va réaliser une analyse des écarts entre la solution actuelle et la solution cible sur différents axes, que sont les axes outils, les axes métiers, les axes processus, les axes organisation. Ces deux analyses vont nous permettre de finaliser l'analyse d'impact et d'en déduire le plan d'accompagnement associé. Et enfin, nous allons compléter ces analyses de l'identification des craintes, des freins, des risques et des opportunités du projet. Donc, en fonction de, dans le cas d'un projet brownfield, si on est sur des changements de processus ou pas, si on est sur la brique Fiori qui a été intégrée ou pas, l'effort sur les analyses va être moindre en fonction il n'y a pas de processus qui change ou alors il n'y a pas de brique Fiori qui est intégrée. Pour autant, ces analyses vont être réalisées dans les deux cas. Et cette étape d'intégration va nous permettre également de continuer à réaliser les actions de communication qu'on aura définies dans le plan de communication et qu'on aura commencé d'initier à l'étape 1 du projet. Troisième... Oui, Stéphane ? Non, vas-y. Troisième étape, l'étape de recettes. Donc, on l'a dit, c'est l'étape pendant laquelle ont lieu les recettes techniques, fonctionnelles et métiers. Donc là, on va commencer à impliquer de manière plus concrète les utilisateurs au sein du projet en les faisant participer au projet. Dans le cas d'un projet brownfield, on peut par exemple on peut inviter des utilisateurs clés. Alors évidemment, on ne va pas inviter tous les utilisateurs, mais on va identifier des utilisateurs clés et on va pouvoir les inviter à participer au contrôle de la migration et à la vérification de la qualité des données. On peut également organiser une phase de test un petit peu réduite et demander aux utilisateurs de réaliser des tests de non-régression, par exemple. Dans le cas d'un projet Greenfield, l'effort qu'on va porter sur la recette va être beaucoup plus important, puisque on va être là dans une recette métier à part entière, où il va falloir tester l'ensemble des processus qui vont être implémentés, et faire intervenir l'ensemble des profils métiers impactés par le changement. Donc là, on va organiser une véritable phase de recette métier avec l'organisation d'un kick-off de lancement de la recette et un bilan de recette à l'issue de la phase de recette. On peut également faire intervenir les utilisateurs en amont de la phase de recette pour participer aux ateliers de conception. Donc pendant cette troisième étape de recette, on continue toujours nos actions de communication qu'on a initiées dans les deux étapes précédentes et on va pouvoir mettre en place un sondage complémentaire afin de vérifier auprès d'un panel d'utilisateurs qu'ils ont bien connaissance du projet, qu'ils consultent bien les supports de communication qu'on leur met à disposition et que les utilisateurs clés qui sont des relais de communication au sein du projet jouent bien leur rôle de relais. Ok. Alors, il y a aussi d'autres types d'utilisateurs, parce que là, Véronique, tu parles surtout des utilisateurs finaux. Tout à fait. Alors, il y a des utilisateurs qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi importants. C'est-à-dire qu'il y a aussi tous les gens il y a toutes les personnes chez vous qui vont travailler sur le projet. Alors, je pense par exemple aux architectes techniques, aux développeurs,
Et pour eux aussi, il va y avoir des changements apportés par S4HANA. Alors, pour les architectes techniques, hein, ils vont passer de la gestion d'une base de données Oracle ou SQL Server ou autre vers une gestion de base de données HANA. Donc, soit dans vos propres équipes, soit dans les équipes de votre hébergeur ou de votre infogérant. Pour les développeurs, il va y aussi y avoir des changements puisqu'on va passer d'un ABAP qui était fait directement sur le back-end à toujours ce même ABAP fait sur le back-end, mais aussi de l'ABAP qui peut être fait dans d'autres outils comme l'add-on Eclipse pour faire ce qu'on appelle notamment les vues CDS, par exemple, hein, des nouvelles vues d'interrogation de la base de données dans S4HANA. Il y aura aussi des changements liés à la façon de coder, puisque une bonne façon de coder sur Oracle ou sur SQL Server, une bonne façon de faire un select en ECC6 n'est plus forcément la bonne façon ou la façon dont il faut le faire sur une base HANA. Donc, il y a aussi des changements qui ne sont pas visibles par l'utilisateur final, mais qui vont aussi impacter votre équipe interne et dont on ne parle pas dans ce slide. Et pour les utilisateurs, il y a aussi des gains de performance qui peuvent être apportés par S4HANA qui vont peut-être aussi faire que dans certains cas, ils auront une autre façon de travailler parce que là où une tâche pouvait leur prendre 4 heures parce qu'ils attendaient la fin d'un report qui tournait pendant 4 heures, aujourd'hui, ce même report va peut-être tourner sur S4HANA pendant 10 minutes et du coup, ça va peut-être l'amener à faire autre chose ou réorganiser sa journée de travail par rapport à ces optimisations de traitement. Voilà. Et après, comme disait Véronique, il y a toute la partie changement lié à la partie processus. Et puis, il y a des changements qui sont apportés par la solution. Donc, on notait la gestion des BP, hein, qui a un vrai changement pour les utilisateurs, pour les services clients, les services fournisseurs notamment. Il y a aussi, tout ce qui était réconciliation entre la finance et le contrôle de gestion qui maintenant n'a plus lieu d'être parce que c'est techniquement dans les mêmes tables SAP et qui dit même table dit absence de réconciliation puisque les données sont en temps réel dans la finance et dans le contrôle de gestion de manière harmonisée. Oui, les deux événements sont totalement liés. Voilà. Merci Stéphane, merci Rémi. Quatrième étape, l'étape de formation. Donc là, bien évidemment, elle va permettre de monter en compétence des utilisateurs sur la solution cible. Donc là encore, en fonction du type de projet, les actions de formation vont être différentes. Dans le cas d'un projet Brownfield, donc on va proposer des actions de formation ciblées sur la population qui va être concernée par le changement. On va pouvoir en profiter pour rappeler des bonnes pratiques et pour rappeler les processus en vigueur. Donc, on peut par exemple produire des supports de présentation des grands changements, donc en termes de métier, de process ou d'outils, et support qui va être donc spécifique à chaque périmètre métier. On va également pouvoir produire des supports qui vont présenter la nouvelle ergonomie en cas de déploiement de Fiori, donc sous la forme soit de support de présentation, soit sous la forme de modules e-learning. Et enfin, on va pouvoir produire des supports spécifiques à chaque périmètre qui va expliquer les différents changements de manière concrète, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités qui ont été ajoutées, celles qui ont été modifiées ou encore celles qui n'existeront plus avec la migration. Et à l'issue de la formation, donc, la mise en place de quiz de validation des acquis donc, sur le périmètre propre au changement. Donc, un apprentissage mixte alliant du webinaire, des e-learning et de la formation présentielle, avec toutefois une formation présentielle pas très fortement représentée, si ce n'est si Fiori est implémenté et qu'il faille faire effectivement une formation sur Fiori qui, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, changeait fondamentalement la manière de rentrer dans les fonctionnalités et les processus. Si l'on est dans le cadre d'un projet Greenfield, donc là on va travailler également sur la formation avec des supports de formation pour que chaque utilisateur puisse s'approprier l'outil.
Donc, on va leur expliquer les grands principes de fonctionnement, quels sont les futurs processus, quelles sont les règles de gestion métiers et outils qui vont être implémentés, et comment on va utiliser les fonctionnalités. En termes d'ergonomie, de navigation, de principes de navigation, donc on va pouvoir proposer soit de l'e-learning, de prise en main d'outils, soit des mémentos. On va également produire des livrables qui vont permettre d'utiliser les fonctionnalités pas à pas avec les étapes à effectuer dans l'outil par les utilisateurs. Donc ça, on va pouvoir le proposer également sous la forme de mode opératoire ou de module e-learning. De la même manière que pour le brownfield, on va mettre en place des quiz de validation des acquis, mais cette fois-ci sur un périmètre qui va être étendu à l'entièreté de la solution cible. On va pouvoir également travailler sur un pilote si le client décide de mettre en place un pilote. Donc on va travailler plus spécifiquement sur la formation du pilote. On va réaliser un REX qui va ensuite servir pour adapter la formation au déploiement. Et enfin, on va pouvoir mettre en place une assistance post-formation sous la forme de différentes modalités, donc soit directement sur le poste de travail de l'utilisateur, soit à travers des ateliers, la mise en place d'une hotline ou encore la diffusion d'une FAQ. Donc là encore, un apprentissage mixte qui va allier du webinaire, de l'e-learning, de la documentation électronique ou papier si le client décide encore d'imprimer, mais également de formation présentielle, avec cette fois-ci une présence de la formation présentielle qui est fortement représentée dans le parcours de formation de l'utilisateur. Enfin, dernière étape du projet, l'étape Run, donc on l'a dit qu'il est plus une étape post-projet, mais pour lequel il est important de continuer à maintenir à jour les compétences des utilisateurs. Donc là, que ça soit du brownfield ou du greenfield, on va proposer les mêmes actions, donc des actions de tierce maintenance communication, avec la production de supports de communication complémentaires à ce que l'on aura déjà diffusé tout au long du projet. Là encore, sous la forme de vidéos, on va pouvoir faire des témoignages, on va pouvoir faire de l'infographie avec la diffusion de chiffres clés, et on va également pouvoir communiquer sur le ROI du projet et les bénéfices attendus dans le temps. En termes de formation, on va maintenir une équipe de formateurs pour accueillir les nouveaux stagiaires, les nouveaux arrivants, pardon. Et on va également pouvoir gérer les évolutions à travers différents supports, donc produire des supports de type e-learning, des triptyques, des séquences vidéo, des leaflets, des pas à pas, tout un tas de livrables complémentaires pour accompagner la gestion des évolutions et l'implémentation des nouvelles fonctionnalités. Alors, en termes d'outillage, pour réaliser tous ces différents livrables, donc on a la possibilité de les produire avec les outils classiques Office et Adobe. Donc tous les livrables que je vous ai cités dans les slides précédents vont être produits à travers ces outils. Mais on va également pouvoir utiliser l'outil de gestion de contenu intégré à SAP, qui est SAP Enable Now, donc qui est un outil de gestion de contenu multiformat, qui va permettre, entre autres, de produire du contenu de manière collaborative, d'intégrer des contenus existants par ailleurs en dehors de la solution sur du Word, du PowerPoint, de l'Excel ou ce que l'on veut, de pouvoir l'intégrer dans SAP Enable Now et de pouvoir réutiliser ce contenu, de gérer le cycle de vie du contenu et de manière très rapide et très simple de traduire ces contenus et de les restituer sous des formats différents. Donc on a sur le slide qui suit des exemples de formats. Donc on a la possibilité d'avoir une aide contextuelle que l'on va appeler directement à partir de l'application SAP et qui est similaire à l'aide traditionnelle qu'on appelle avec la touche F1. Alors, cette aide contextuelle, soit on va pouvoir compléter l'aide contextuelle standard fournie avec SAP, soit on va pouvoir la remplacer complètement avec l'aide contextuelle qu'on va produire dans SAP Enable Now.
On va également pouvoir mettre à disposition des guides pratiques qui vont permettre d'assister l'utilisateur dans l'application étape par étape, des tutoriels de prise en main de l'outil, donc qui seront eux aussi soit accessibles directement depuis l'application, soit accessibles dans le centre d'apprentissage. Et enfin, des notifications proactives qui vont pouvoir apparaître sur des éléments nouveaux ou qui ont été modifiés ou améliorés. Voilà sur la partie gestion de contenu, de formation et de documentation. Et Stéphane va vous parler également Oui, des juste avant. Ah bah, vas-y Stéphane. Ouais. Juste avant sur SAP Enable Now, alors deux choses. Hein. Alors c'est soumis à licence côté SAP, même si c'est des tarifs relativement raisonnables par rapport à d'autres solutions SAP. Mais c'est soumis à licence. Alors j'ai plus le modèle de licence en tête, mais c'est un mix entre le nombre de rédacteurs et le nombre d'utilisateurs finaux. Et ça s'intègre parfaitement à l'interface Fiori lorsque vous passez sur S/4HANA, c'est-à-dire que toute l'aide dynamique qui était visible sur l'écran d'avant, Claude, je ne sais pas si tu peux revenir sur l'écran d'avant, voilà, on voit les petits ronds sur les sujets et puis les petits textes en vert. Alors par défaut, si vous n'avez pas SAP Enable Now, vous êtes renvoyé vers la documentation standard SAP. Et effectivement, comme le disait Véronique, si vous mettez en place SAP Enable Now, vous pouvez, sur vos propres processus, remplacer l'aide standard ou la compléter par votre documentation que vous avez faite dans SAP Enable Now. Et si vous êtes dans plusieurs pays, ben, elle peut être traduite dans le langage, dans la langue de chacun des pays. Voilà. Ouais, c'est vraiment la nouveauté d'une aide en ligne vraiment contextualisée à vos processus. On n'est plus sur une aide en ligne simplement standard avec la description de fonctionnement de telle ou telle zone. Là, on est vraiment sur la description d'un processus avec une aide en ligne contextualisée, comme je le disais, et interactive, puisqu'on peut en faire des scripts également que chaque utilisateur pourra dérouler étape par étape avec sa propre contribution manuelle à venir remplir les informations qu'on lui demande de remplir. Donc c'est vraiment tout un cycle d'entraînement qui peut être fait au niveau de chacun des utilisateurs. Ce qui est important aussi de souligner SAP Enable Now, c'est que c'est utilisable dans d'autres environnements que S4. Hein. Par exemple, vous pouvez utiliser SAP Enable Now également pour générer d'autres contenus de formation pour d'autres outils utilisés dans votre paysage. Voilà. Oui, et il y a des clients qui font des assessments avec SAP Enable Now, c'est-à-dire ils ne donnent pas accès à l'utilisateur au système SAP tant qu'il n'a pas réussi un minimum dans ces assessments pour montrer qu'il est mûr, entre guillemets, pour être utilisateur d'S/4HANA. Voilà. Moi, je voulais terminer cette présentation par un outil un peu méconnu, mais qui est vraiment alors méconnu parce qu'il fait partie de SAP Solution Manager et comme vous le savez peut-être, ben, SAP ne vend pas forcément de licence sur la partie SAP Solution Manager, donc ce n'est pas très poussé par SAP. Mais il y a un outil qui s'appelle BPCA qui, une fois que vous êtes sur S/4HANA, alors qui fonctionne aussi en ECC6 et qui fonctionne aussi sur S4, mais pas quand vous faites le projet de CC vers S4, mais une fois que vous êtes sur S/4HANA, c'est un outil qui permettra, à chaque fois que vous faites un passage de support package, une montée de version S/4HANA, un ordre de transport, une livraison d'un package de maintenance, permettra de voir tous les impacts d'un point de vue objet technique SAP, de relier ça à vos flux fonctionnels et donc de définir les jeux de test qu'il faudra dérouler pour la non-régression. Donc, plutôt que de faire comme certains clients font, de retester tout systématiquement à chaque fois, c'est cibler les tests, réaliser des tests plus pertinents, de manière plus efficace et libérer du temps et du budget de vos équipes pour faire des choses plus intéressantes et à valeur ajoutée. Voilà, c'est tout pour moi. Pardon. Merci Stéphane, pardon. On a un petit peu débordé parce qu'il est déjà midi. Oui.
Donc, merci à vous en tout cas, c'était très intéressant. Je ne sais pas, peut-être Rémi, en 2-3 mots, ce qu'il faut retenir, du coup, on l'a sur cette slide, est-ce qu'on a besoin de Oui, le alors quelques redétailler? mots-clés, bon, non, mais ils sont connus, mais ça fait du bien de faire du rappel, c'est un peu comme les vaccins, et c'est la bonne période. C'est d'actualité. Donc non, accompagner un projet, c'est évidemment, démarrer, la communication, donc communiquer, anticiper, ce qui sera, proposé, en termes de solutions et puis surtout, c'est là où le succès, résidera, c'est, faire adhérer, hein. L'adhésion, de l'ensemble des équipes utilisatrices, sera très importante, hein. C'est vraiment le facteur de succès. Et puis, tout ça, ça passe par un embarquement complet de l'ensemble des équipes, hein. Donc, les verbes, qui sont marqués là sont vraiment les mots-clés, pour à la fois réussir, son projet, mais aussi sa conduite de changement auprès des utilisateurs et comme on pourrait reprendre, un adage connu, la conduite du changement, c'est maintenant. Voilà. Super. Merci Rémi. Merci Stéphane et Véronique pour vos présentations. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde et puis effectivement, je vais clôturer ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, un bon appétit, une belle après-midi et puis au plaisir de vous recroiser, sur un autre webinaire, à l'USF, sur un projet commun. On sera ravis.